Bien, pour poursuivre sur les rapports culturels qui vont s'instaurer entre ces deux mondes, hein, l'ancien monde et le nouveau monde, eh bien, on va se poser sur une controverse, c'est-à-dire un débat qui a été extrêmement important à l'époque, euh, qui s'intitule Des questionnements sur l'humanité et lors de la controverse de Valladolid en 1550. Alors, euh, la violence des nouveaux rapports qu'il y a en Amérique, hein, notamment cette violence des conquistadors contre les Amérindiens qu'on a déjà étudié, hein, qui est une des raisons de leur disparition massive, de leur effondrement démographique, eh bien, cette violence va questionner finalement sur l'humanité de ces Amérindiens. Sont-ils des humains ou bien au contraire sont-ils des êtres un peu inférieurs, barbares, qui méritent finalement ce qui leur arrive. Donc ils méritent cette violence, ils méritent d'être massacrés parce que finalement bon, ils ne sont pas vraiment humains, ils ne sont pas vraiment comme nous. Donc comme ils ne sont pas comme nous, eh bien on peut les tuer, on peut les massacrer, on peut les violer. Bref, deux visions du monde vont s'opposer. Certains qui pensent que les Indiens sont des humains et d'autres, peut-être une majorité à l'époque, qui pensent que ce ne sont pas des humains, ce sont des êtres, je vous dis, barbares, et qu'on a le droit finalement d'en faire un peu ce qu'on veut, des esclaves ou de les massacrer. Et ces deux visions du monde, eh bien, elles vont s'opposer lors d'une controverse extrêmement célèbre. Alors une controverse, c'est un débat, hein, si vous voulez, un débat public en quelque sorte, qui va avoir lieu dans une ville espagnole, hein, à Valladolid, au cœur de l'Espagne, pas très loin de Madrid, en 1550. Donc vous voyez, à peu près 60 ans après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, eh bien, au cœur du royaume d'Espagne, vont s'affronter deux religieux qui vont défendre chacun un point de vue. Alors, le premier religieux, il s'appelle Juan Rines de Sepúlveda. Alors, ce Juan Rines de Sepúlveda, qui est alors, vous trouvez des informations aux pages 96 et 97 de votre manuel. On vous dit que c'est un théologien, donc quelqu'un qui consacre son travail à l'étude de la religion. Humaniste, donc c'est un courant qui normalement place l'humain au cœur de sa pensée, sur lequel on reviendra dans le chapitre 2. Et il est évidemment espagnol et il rédige en 1547 le traité des justes causes de la guerre. Donc ici, vous en avez un extrait. Et dans ce traité, il légitime, c'est-à-dire il justifie les conquêtes espagnoles du Nouveau Monde. Et on va y trouver dans ce traité notamment les arguments qu'il défend lors de la controverse avec Las Casas. Las Casas est le deuxième personnage que l'on présentera tout à l'heure. Donc, dans ce traité, hein, parmi les arguments qu'il utilise, il dit que les Indiens, finalement, c'est dans leur nature et dans leur propre intérêt qu'ils demandent à être placés sous l'autorité des princes ou d'États civilisés et vertueux, dont la puissance, la sagesse et les institutions leur apprendront une morale plus haute et un mode de vie plus digne. Donc là, ici, il y a vraiment une idée que les Indiens sont un peuple inférieur, pas civilisé, et qui finalement, c'est leur nature et leur intérêt de demander à se placer sous la protection de peuples civilisés. Comparer ces bienfaits dont jouissent les Espagnols, prudence, invention, magnanimité, tempérance, humanité, religion, avec ceux de ces hommes laids si médiocrement humains, dépourvus de toute science et de tout art, sans monument du passé autre que certaines peintures aux évocations imprécises. Donc là, vraiment, il fait une comparaison entre les Espagnols, qui eux sont des gens qui bénéficient de nombreux bienfaits, hein, la prudence, l'invention, la magnanimité, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la tempérance, l'humanité et la religion, très important. Alors que ces Amérindiens, ben, ce sont des hommes laids, hein. Hommes laids, ce ne sont même pas des vrais hommes, hein, ce sont des petits hommes, des sous-hommes si vous voulez, qui sont médiocrement humains. Donc il y a une idée vraiment, comme vous savez, sur une copie, vous avez médiocre, hein, généralement ça veut dire que c'est pas terrible, hein. Donc ce sont des humains de seconde catégorie, si vous voulez, et encore on se pose la question, qui sont dépourvus de toute science et de tout art, sans monument du passé autre que certaines peintures aux évocations imprécises. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment
une malveillance intellectuelle, hein, parce que nier que les Aztèques ou les Incas ont des monuments sans monuments du passé, il est écrit, alors que c'est totalement faux. Vous connaissez les pyramides aztèques, sans science, alors qu'il y a quelques années, on nous parlait des prédictions mayas qui annonçaient la fin du monde, donc ils connaissaient très bien les rythmes du soleil, ils calculaient le temps en années solaires, etc. Donc, c'est évidemment une malhonnêteté intellectuelle, mais l'objectif, évidemment, est de discréditer les Indiens. Ils n'ont pas de loi écrite, mais seulement des coutumes, des traditions barbares. Donc, évidemment, hein, ils avaient des textes écrits, mais les Espagnols se sont empressés de tous les brûler, hein. De toute façon, ils ne comprenaient pas leur langage, donc vous savez, quand vous ne comprenez pas et que vous détruisez et qu'après vous dites qu'ils n'ont pas de texte écrit, c'est sûr que c'est plus facile. Ils ignorent même le droit de propriété, ce droit qui est si important pour les Européens. Comment douter que des peuples aussi peu civilisés, aussi barbares, souillés de tant d'impureté et d'impiété, impiété c'est le fait qu'ils ne soient pas religieux, notamment religion chrétienne évidemment, parce qu'évidemment qu'ils ont une religion, mais c'est la religion traditionnelle aztèque, polythéiste, donc ils sont considérés en plus comme des païens, une horreur à l'époque. Comment douter que des peuples donc, qui sont pas civilisés, qui sont barbares, qui sont impurs, qui ne sont pas religieux, n'aient pas été justement conquis par un souverain aussi excellent, pieux, c'est-à-dire religieux, et juste que l'était Ferdinand le catholique et que l'est l'empereur Charles, sous-entendu Charles Quint, par une nation aussi humaine, aussi riche de toutes sortes de vertus. Donc il justifie clairement la colonisation de ces hommes par l'Empire et le royaume espagnol, car ces hommes étaient finalement des gens inférieurs, qui n'avaient pas de religion, qui étaient des sauvages, des barbares, donc il est normal qu'on les colonise. Alors, on les colonise de façon particulièrement barbare, hein. D'ailleurs, je vous invite à lire le document 5, page 97 de votre manuel, les crimes commis par les colons espagnols. Donc là, c'est une description faite par Bartolomé de Las Casas, un Espagnol dont on va reparler dans quelques minutes, et qui dit en décrivant les Espagnols, ils entraient dans les villages et ne laissaient ni enfants, ni vieillards, ni femmes enceintes ou accouchées, qu'ils n'aient éventrés et mis en pièces. Donc il décrit la violence des Espagnols. Il faisait des paris à qui ouvrirait un homme d'un coup de couteau, ou lui couperait la tête d'un coup de pic, ou mettrait ses entrailles à nu. Ils arrachaient les bébés qui tétaient leur mère, les prenaient par les pieds, leur cognaient la tête contre les rochers. D'autres les lançaient par-dessus l'épaule dans les fleuves en riant et en plaisantant. Ils embrochaient sur une épée des enfants avec leur mère et tous ceux qui se trouvaient devant eux. Donc là, ce Bartholomé de Las Casas, il décrit justement cette horreur qui finalement est justifiée par Juan Rines de Sepúlveda. Donc, ce Bartholomé de Las Casas, justement, il va défendre les Amérindiens, lui, et il va défendre la thèse inverse, hein. Au contraire, il va dire que les Indiens, eh bien, ne sont pas des barbares, hein. Justement, il lui répond directement lors de cette controverse. Il dit à ceux qui prétendent que les Indiens sont des barbares, donc sous-entendu, c'est Pulveda. Nous répondrons que ces gens ont des villages, des cités, des rois, des seigneurs, et que leur organisation politique est parfois meilleure que la nôtre. Donc il répond point par point, en fait, à Sepulveda qui disait qu'il n'avait pas d'organisation, qu'il n'avait pas de bâtiment. Il parle de cité, hein. Si l'on n'a pas longtemps enseigné la doctrine chrétienne aux Indiens, c'est une grande absurdité que de prétendre leur faire abandonner leurs idoles. Donc vous voyez, ce Bartholomé de Las Casas que je n'ai pas présenté, lui-même, c'est un prêtre espagnol, hein, qui est parti pour le Nouveau Monde et qui au début y a fait œuvre de missionnaire, comme je vous avais dit, c'était l'un des rôles des prêtres, donc évangéliser les populations, et qui était devenu propriétaire d'une encomienda. Donc c'est-à-dire qu'en devenant propriétaire d'une encomienda, il lui avait été confié des indigènes. Et il a pris conscience petit à petit des violences commises par les colons et donc par son propre peuple, et il commence à les dénoncer parce qu'il est choqué par ce qu'il voit. Et il va les dénoncer notamment lors de cette controverse. Et donc, alors qu'il est prêtre, donc membre de l'Église catholique, eh bien, il estime que c'est absurde de prétendre leur faire abandonner leurs idoles, c'est-à-dire leurs dieux de la religion polythéiste, car personne n'abandonne de bon cœur les croyances de ses ancêtres. Donc c'est quelqu'un qui a du bon sens, Bartholomé de Las Casas. Si depuis des centaines d'années vous croyez à des dieux, vous n'avez pas envie de les abandonner, vos dieux. Que l'on sache que ces Indiens sont des hommes et qu'ils ne doivent pas être traités et qu'ils doivent être traités, pardon, comme des hommes libres. Donc lui, clairement, à Sepúlveda qui dit que ce sont des hommes laids, des sous-hommes et qu'on peut les exploiter, eh bien Bartholomé de Las Casas dit que ce sont des hommes et ils doivent être donc être traités comme des hommes libres. Alors que les Indiens étaient si bien disposés à leur égard, les chrétiens ont envahi ces pays tels des loups enragés qui se jettent sur de doux et paisibles agneaux. Donc là, il y a la métaphore, hein, de comparer les conquistadors espagnols à des loups
et les Indiens à des agneaux. Et c'est vrai que les Espagnols avaient été plutôt bien accueillis. Donc ils ont profité de du côté pacifique des Indiens pour les massacrer. Et comme tous ces hommes qui vinrent de Castille, la Castille c'est une région d'Espagne, étaient des gens insoucieux de leur âme, assoiffés de richesse et possédaient des plus viles passions, ils mirent tant de diligence, c'est-à-dire de rapidité, à détruire ces pays qu'aucune plume, certes, ni même aucune langue ne suffirait à en faire relation. Donc là, il dit bien que les Espagnols se sont très mal comportés. Voici les causes pour lesquelles, dès le commencement, furent tués tant et tant de personnes. En premier lieu, tous ceux qui sont venus ont cru que, s'agissant de peuples infidèles, il leur était loisible de les tuer ou de les capturer. Et oui, il y a toujours cette idée, ce sont des infidèles, c'est-à-dire ce ne sont pas des chrétiens, donc on peut les tuer et les capturer, on peut leur prendre leurs terres, leurs biens, leurs domaines, sans se faire aucune conscience de ces choses, c'est-à-dire on peut le faire sans se poser de questions. En second lieu, ces mêmes infidèles étaient les êtres les plus doux et les plus pacifiques du monde, totalement dépourvus d'armes. Bon, là, il exagère un peu, ils avaient des lances, des arcs, mais ils n'avaient pas d'armes à feu, c'est vrai. À quoi s'est ajouté que ceux qui sont venus, ou la plupart d'entre eux, étaient le rebut de l'Espagne, un ramassis de gens convoiteux et pillards. Et ça, je vous l'avais dit, hein. Souvent, les conquistadors, c'était des petits nobles espagnols en quête de richesse et d'idée de se tailler finalement de grandes possessions de terres. Et tant pis pour les habitants qui habitent déjà. Et si on peut discréditer les habitants en disant que ce sont des infidèles, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, je vous invite à voir la scène du document 4 dans votre manuel, page 97, et vous voyez que eh bien, le sort qui est fait aux Amérindiens, hein, certains sont brûlés vifs par les conquistadors, d'autres sont massacrés, pourchassés, et tout ça évidemment sous la bonne excuse de leur infidélité, le fait qu'ils n'aient pas adopté la religion chrétienne. Donc, finalement, lors de cette controverse, eh bien, c'est Bartholomé de Las Casas qui va l'emporter. Il va retourner le débat sur la sauvagerie et il va dire que les vrais sauvages, ce ne sont pas les Amérindiens, ce ne sont pas les Indiens, ce ne sont pas les Aztèques. Non, les vrais sauvages, ce sont les Espagnols. Et donc, cette vision va s'imposer et ça va lui permettre de faire suspendre l'encomienda dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, dorénavant, on n'a plus le droit d'exploiter de force les Indiens, puisqu'ils sont considérés comme des hommes, donc des hommes normalement qui devraient être libres. Mais dans les faits, cette mesure de suspension de l'encomienda fut peu appliquée par les colons, car les colons, vous savez, l'Amérique, c'était très loin de l'Espagne à l'époque, hein, il fallait plusieurs semaines de bateau, voire plusieurs mois. Donc, ils s'étaient beaucoup autonomisés de la couronne espagnole, c'est-à-dire qu'ils ne rendaient pas beaucoup compte à la couronne espagnole. Et donc, finalement, les décisions prises par Charles Quint, par l'empereur d'Espagne, eh bien, étaient très peu appliquées. Et les rapports de domination vont se maintenir dans les sociétés coloniales, d'abord envers les Indiens, puis comme on l'a vu, hein, les Indiens allant mourir comme des mouches sous l'exploitation et le choc microbien, eh bien, ils seront remplacés ensuite par des populations noires qui sont importées notamment par les Portugais. Donc, pour conclure ce chapitre, hein, on peut dire que les liens qui sont générés par la rencontre de ces deux mondes vont transformer la vision du monde, notamment des Occidentaux. On l'a vu, leur vision du monde s'élargit considérablement et ça se manifeste notamment par des planisphères de plus en plus précis, hein, et une représentation du monde connu qui s'élargit de plus en plus. On a vu également qu'une première forme de mondialisation allait s'opérer, hein, mettant en relation bien, dorénavant quatre continents, hein, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, bien entendu, avec des échanges commerciaux, des échanges culturels, différentes routes maritimes qui sont en train de se mettre en place, des comptoirs commerciaux qui s'installent. Donc, on a une première forme de mondialisation qui s'opère, des transferts humains également, des populations noires vers l'Amérique, des populations blanches vers l'Amérique ou vers l'Afrique. Et ce qui est à noter quand même, et on vient de le voir d'ailleurs avec la controverse de Valladolid entre Sepúlveda et Bartolomé de las Casas, eh bien cette première forme de mondialisation, eh bien elle s'opère avec des rapports de domination ou de soumission, ça dépend de quel côté on se place. Domination des colons, hein, évidemment, des conquistadors espagnols, portugais, et la soumission eh bien, des peuples amérindiens, des peuples africains. Et ces rapports de domination-soumission vont être à la base de ce qu'on va appeler les sociétés coloniales. Voilà, je vous remercie. Ce cours est désormais terminé. Nous avons donc fini le chapitre 1 sur l'ouverture atlantique.
Et lors de la prochaine vidéo, eh bien, vous pourrez assister au début du chapitre 2 sur l'humanisme, la Renaissance et la Réforme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne écoute, et j'espère que vous êtes tous en forme, motivés et surtout prêts pour les fêtes de Noël. Au revoir.